Voilà, vous allez vous présenter d'abord. Cheikh Mohamedou Bassirou Sarr. Mais plus court, on m'appelle Bassirou Sarr. Ancien ministre, ancien député et président de And Djeriñ Sénégal, AJS. Alors, mon cher Sarr, avant que vous n'ayez un parti politique And Djeriñ Sénégal, on vous connaissait peut-être dans un parti politique AJPADS, mais depuis lors, on n'a plus entendu parler de vous. Est-ce à dire que vous avez fait un silence radio total sur vos activités? Ou bien expliquez-nous réellement le pourquoi de ce mutisme. Oui, disons, j'ai milité pendant 38-39 ans à And Jëf, à l'époque de And Jëf Kharebi, dans la clandestinité, And Jëf MRDN dans la légalité à partir de 81, et And Jëf PADS à la fusion en 91. Et donc je crois avoir servi loyalement ce parti pendant toutes ces années-là. Mais disons, des divergences en tout cas nous ont amenés en 2012 à envisager de quitter ce parti. Ce que nous avons fait officiellement le 11 avril 2012. Et depuis lors, nous nous agitons dans un mouvement avec les camarades qui sont venus avec nous, avec d'autres aussi qui ont cru un peu en notre parcours. Et nous avons créé un mouvement que nous avons dénommé And Djeriñ Sénégal. Et ce mouvement, nous avons fait campagne à l'élection présidentielle, au premier comme au deuxième tour, avec ce mouvement-là, en appuyant donc la candidature de Macky Sall au second tour. Et pour les élections législatives, nous sommes allés en coalition avec d'autres partis, coalition que dirigeait à l'époque Seigneur Abdou Samad Mbacké. À partir de ce moment-là, nous avions dit que nous avions suffisamment d'éléments, avec une grande expérience politique, et nous avons envisagé simplement de transmuter le mouvement en parti politique. Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, et le 5 avril 2013, And Djeriñ Sénégal a été reconnu comme parti politique légal au Sénégal. Nous avons fait notre petit bonhomme de chemin. C'est pas facile maintenant de construire un parti, un nouveau parti dans les conditions d'alors, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait pratiquement profil bas pour préférer le terrain. Et le terrain nous a amenés à différentes activités, et surtout des activités de terrain, faire des tournées, aller voir les populations, les convaincre avec notre offre politique, avec nos discours, etc. Et nous avons participé activement aux élections locales. Le plus clair du temps sous notre bannière, quelques autres fois avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous avons pu récolter plus d'une centaine de conseillers. Et je peux vous dire qu'une localité a été conquise au Sénégal sous notre bannière. Dans une autre localité, c'est pratiquement un de nos camarades qui a été porté maire au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tout cela pour dire donc que notre camp naturel, c'est le camp de ceux qui ont travaillé à faire partie de l'ancien régime. Le camp de Benno Bokk Yakaar. Donc nous sommes effectivement membres de Benno Bokk Yakaar. Et au sein de Benno Bokk Yakaar, comme nous n'étions pas partie prenante des premières coalitions qui ont constitué Benno Bokk Yakaar, nous avons préféré nous mettre dans un autre groupe qui s'est constitué par la suite et qui s'est dénommé Groupe hors coalisé, LER, Liberté et Responsabilité. Nous sommes là-bas avec une trentaine de partis politiques et de mouvements politiques et sociaux. Donc voilà, donc notre mutisme, nous avons pourtant médiatisé certaines de nos activités à travers des communiqués. Nous avons engagé une activité de rapprochement avec notre ancien parti, And Jëf PADS, dirigé par Landing Savané. Nous avons scellé donc cette activité-là par un communiqué depuis, je crois, le mois d'août 2015. Bon, malheureusement, les choses traînent depuis lors. Et puis voilà.
Vous avez parlé du fait d'offrir une nouvelle perspective aux populations. Vous avez créé votre parti en 2013. Entre 2013 et 2017, ça fait 3 ans, mais vous avez eu comme résultat, vous l'avez dit, vous avez conquis une commune, et dans une autre commune, c'est un de vos alliés qui a eu la victoire. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez dit aux populations à telle enseigne qu'elles ont cru en vous? Oui, bon, sans nous vanter, et sans nous faire aussi de la fausse modestie, nous croyons pouvoir dire que nous appartenons à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle race de leaders politiques. C'est vrai que quelqu'un qui a déjà fait 38-39 ans dans un parti politique, est-ce qu'il peut apporter quelque chose de nouveau? Oui. Parce que nous sommes connus dans ce pays comme un parti de gauche. Et certains disaient même extrême gauche. Et nous revendiquons ce parcours qu'on dit maoïste et autres, et nous le revendiquons jusqu'à aujourd'hui. Cependant, l'apprentissage que nous avons de Mao Tse-tung, en tout cas la connaissance que nous en avons, c'est lui-même qui enseigne qu'il faut gouverner au centre. Nous ajoutons, il faut rassembler au centre. C'est la raison pour laquelle, partant de ce diptyque, rassembler au centre, gouverner au centre, nous nous sommes définis aujourd'hui comme un parti du centre. Regardez ce qui se passe en France présentement. Quelqu'un qui a appartenu à un parti de gauche, le Parti socialiste, qui en est sorti, qui a créé son mouvement du centre, en disant à la fois à la gauche et à la droite, venez, nous sommes au centre. Et ce centre est en train de gagner la France. Et certainement, en tout cas, si rien ne l'empêche, bon, je crois que Macron sera président en France, donc dans 2 jours. Nous nous situons dans cet ancrage-là. Et avant lui, c'est pas du mimétisme que nous faisons. Et ça, c'est des convictions fortes. Nous portons une tradition de gauche, claire, ancrée, que tout le monde connaît dans ce pays, que nous revendiquons. Mais en même temps, nous convions qu'il faut rassembler au centre, il faut gouverner au centre, et donc nous sommes un parti du centre. Et ça fait très différent par rapport à tout ce que nous avons connu, en tout cas dans notre parcours jusque-là. Mais deuxièmement, nous présentons aussi peut-être une image. On ne nous a pas connus dans des combines politiques que certains appellent combinationnaires, on ne nous a pas connus dans des scandales financiers ou autres. Vraiment, nous sommes très loin de tout cela. Et nous pouvons aussi entrer dans ce pays dans toutes les familles. Nous allons à Tivaouane comme si nous étions un gros talibé tidjane, et dans toutes les familles de Tivaouane. Nous allons à Touba, qui est notre destinée religieuse, n'est-ce pas, depuis l'enfance, ce que nous n'avons pas créé non plus. Et nous entrons dans toutes les familles, comme un poisson dans l'eau. Nous allons à Medina Baye, à Léona Niassène, à Kaolack. Nous venons chez les Tal. Nous allons partout. Nous allons à Ndiassane, nous allons à Yoff-Layène. Nous sommes à l'aise. Même avec l'église, nous avons eu des fréquentations à partir de Kaolack que nous avons pu remonter jusqu'au plus haut sommet de l'église. Pour dire simplement que nous voulons rester sénégalais. Des Sénégalais simples qui peuvent fréquenter tous les autres Sénégalais et leur parler, quelles que soient leurs conditions économiques ou sociales, quelles que soient leurs convictions religieuses. Ça aussi, ça peut faire un peu différent. Et je crois que tout le monde peut témoigner aujourd'hui que nous avons une entrée partout dans ce pays. Nous n'avons pas de frontières. Nous n'avons pas de sens interdit, comme on dit. En plus de cela maintenant, nous misons sur la jeunesse. Nous sommes un parti jeune, parce que nous n'avons que 3 ans et demi, 4 ans d'âge aujourd'hui. Mais si vous regardez la composition du parti, moi je suis presque le doyen du parti. Le doyen, tous les autres sont d'un âge un peu plus bas et vraiment avec des cadres politiques, des cadres techniques, des gens qui veulent faire la politique autrement. Il y a des gens parmi nous qui ne sont jamais entrés dans un parti politique, qui n'ont jamais milité dans un parti politique. Il y a des gens qui n'ont fait que voter, participer à des actions citoyennes. Beaucoup d'ailleurs nous viennent aussi du M23, parce qu'ils ont vu notre parcours dans le M23, depuis le début jusqu'à maintenant.
Et ils ont dit, nous voulons militer politiquement, mais avec des gens comme vous. Et si vous dites faire la politique autrement, quelles sont les valeurs que vous mettez en avant? Ben, les valeurs, elles sont simples. C'est des valeurs d'abord de transparence. C'est des valeurs de démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement de créer un parti démocratique, mais c'est de faire vivre la démocratie à l'intérieur même du parti. Si vous assistiez à nos réunions, hein, vous demanderiez qui est vraiment le responsable du parti. Parce que mes enfants participent aux réunions, hein, parce qu'ils ont été à la fondation du parti, mais ce n'est pas avec papa, papa, ma fille, non, c'est entre camarades. Et c'est sanctionné par des résolutions, par des communiqués et tout. Et autrement aussi, vraiment, nous sommes en train de faire ce que And Jëf a toujours fait depuis la clandestinité. Aller dans les villages, aller rencontrer les gens chez eux, dans les champs. Et certains de nos camarades, par exemple, qui ne sont que des citadins, des Dakarois, quand nous allons avec eux dans certaines contrées, ils se disent, en vérité, nous ne connaissions pas le pays. Et ça fait une grande différence. Et nous nous ressentons vraiment avec presque une relative virginité, comme si nous retournions dans ce que nous avions toujours abandonné. Et le faire comme nous le faisions à l'époque. À l'époque où il n'y avait pas de radio, la télévision, n'en parlons pas, il n'y avait pas tous ces journaux-là, et où on arrivait à convaincre, à former des paysans, à faire d'eux des révolutionnaires anti-impérialistes, anti-féodalistes, anti-hégémonistes. J'ai dit, ce n'est pas facile. M. Sarr, qu'est-ce que votre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar a donné comme reconnaissance? Non, en vérité, ça n'a rien donné. Très sincèrement. Hein? On pourrait même dire que nous sommes déçus de notre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar et dans Benno Bokk Yakaar. Mais malgré tout, nous en faisons partie et nous revendiquons cette appartenance-là. Mais ce que nous connaissons, en tout cas comme activité politique, c'est qu'un cadre politique, une structure politique, une organisation politique, elle tient des réunions régulières. Elle peut tenir des réunions au plus haut sommet, ce qu'on appelle la conférence des leaders. Elle peut tenir des réunions à des niveaux intermédiaires et jusqu'à la base. Or, ce n'est pas cette vie-là que connaît Benno Bokk Yakaar. Nos partis sont plus vivants que Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est d'un. De deux, depuis que nous sommes à Benno Bokk Yakaar, on se rend compte qu'à chaque fois qu'arrivent des élections, c'est vraiment des systèmes de quotas avec ce qu'on appelle les grands partis ou les grandes coalitions ou les coalitions initiales, ce qui fait que presque beaucoup d'autres structures restent en rade. Et ça entraîne ce que ça doit entraîner. C'est-à-dire que quand on en arrive à des échéances importantes, comme les locales dernières en 2014 ou les législatives que nous envisageons, le 30 juillet, Inch'Allah, ceux qui ne se sentiront pas à l'aise dans Benno Bokk Yakaar, qui se sentiront isolés, laissés pour compte, ignorés, laissés sur le bord de la route, mais ces gens-là vont consulter des listes. Et autant il va y avoir des listes de l'opposition en nombre, autant il y en aura au sein même de Benno Bokk Yakaar, parce que certains ne se sentiront pas à l'aise. Simplement. Alors, cela pour dire que nous sommes vraiment pour une reconfiguration de Benno Bokk Yakaar, une réorientation de Benno Bokk Yakaar. Parce qu'une structure de pouvoir est différente d'une structure d'opposition. Or, quelquefois, au sein de Benno Bokk Yakaar, certains partis ou certains comportements laissent à croire que ce sont ces gens-là qui sont dans l'opposition, alors que c'est eux qui ont le pouvoir et qui le gèrent. Donc, c'est tout ça que nous voulons mettre sur la table en disant clairement à nos amis et en lançant l'appel suivant: plus de concertation, plus de collaboration, plus de consultation, pour que ce que nous avons à faire, que nous le fassions ensemble en partageant les grandes orientations. Si ce n'est pas cela, les gens qui ne se sentiront pas à l'aise réagiront et prendront leurs responsabilités. D'ailleurs, même certains sont en train de l'annoncer. Voilà. Et quel regard portez-vous sur la scène politique présentement avec des invectives, des comportements excusez-moi, qui laissent à désirer qu'on met sur le dos des politiciens? En tant que politicien et acteur de la scène politique, cela vous désole un peu, j'imagine? Oui, bien sûr, parce que nous, ce que nous avons toujours connu, c'est la bataille des idées. Que les gens présentent des idées, que les gens présentent des programmes, que les gens présentent des projets de société, que les gens discutent de situations concrètes
en un moment précis, de sujets précis et concrets. C'est en cela que nous croyons. Et ce qui fait que donc, quand nous voyons des gens qui réduisent le débat politique ou l'activité politique à des invectives, à des menaces, à des injures, et quelquefois même à des batailles rangées, à l'intérieur d'un même parti, nous disons que ces gens-là ne comprennent rien à la politique. Et que ça, ce n'est pas de la politique. C'est simplement des gens qui font ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas de la politique. Et donc on dirait que c'est peut-être dû au fait que voilà, les militants dans les partis politiques ne sont pas formés comme à l'époque. Mais c'est sûr, ça c'est sûr. Moi je sais, je me souviens très bien, la première université de l'APR, des jeunes de l'APR à laquelle j'ai participé, où j'étais convié en tant que représentant de mon ancien parti, ben, quand je suis arrivé, c'était à Mbodiène, on m'a donné la parole, et j'ai dit aux jeunes, revendiquez une formation. Ceux qui vous dirigent là, ils ont une formation politique. Revendiquez d'être formés. Revendiquez une école du parti. Revendiquez qu'on vous forme sur les orientations, la stratégie du parti, la tactique du parti, ce qui le différencie des autres partis, etc., etc. Connaissez le pays, connaissez l'Afrique, connaissez l'international. Et agissez en politique. Parce que demain, ce sera votre tour. Or, si vous n'êtes pas formé, vous ne prendrez jamais la relève, ou en tout cas, vous la prendrez très mal. C'est cet appel que je leur ai fait et que je continue de faire. Et dans notre parti, c'est un des points sur lesquels nous mettons l'accent particulier. Toutes nos réunions sont des séances de formation. Et de manière spécifique maintenant, nous avons pu organiser des séances de formation avec des thèmes dédiés. Avec des thèmes dédiés, où les jeunes sont là et reçoivent une formation pour devenir de grands leaders politiques demain. Des rapports particuliers avec le chef de l'État, Macky Sall? Bon, les rapports particuliers, bon, le chef de l'État, Macky Sall, est un frère, est un ami, et cela de longue date. J'ai répondu à une interview dans un journal de la place, et les gens enquêtaient sur le passé rouge de Macky Sall. Et certains leur ont dit, allez vers Andedjeuf, son ancien parti, et dans Andedjeuf, allez voir Bassirou Sarr. Alors, une équipe de journalistes est venue me voir, c'était ici même. Alors j'ai répondu à toutes leurs questions. Et quand le journal est sorti, le lendemain ou le surlendemain avec l'interview, c'est le président lui-même qui m'a appelé. Pour dire, vraiment, mon grand, parce que c'est comme ça qu'on se parle, mon grand, je te félicite. L'interview est correcte, elle est fidèle et elle est loyale. Et il n'y a pas un changement en augmentation ou en retrait par rapport à la réalité. Et je te félicite parce que je suis très fier de toi. Alors, ça veut dire quoi? Le président Macky Sall, ou je viens au militant Macky Sall, lorsqu'il était à l'école, il était encadré par un de nos camarades qui s'appelle Abdou Samba Ndiaye. Abdou Samba Ndiaye venait tout fraîchement de l'université et était affecté comme étudiant, comme enseignant à Fatick. Et moi j'étais le grand responsable de Andedjeuf dans la clandestinité, dans toute la région du Sine Saloum. Le contact m'est passé et donc j'allais à Fatick. Avant d'ailleurs de connaître Abdou Samba Ndiaye à Fatick, j'y allais en tant que syndicaliste. J'y allais pour vendre notre journal à l'époque, JDB, Ndiaye Dolebi, le prolétaire. Et quand Abdou Samba est venu, c'était devenu plus facile. Nous l'avons encadré à partir de Kaolack et dans mes descentes sur Fatick. Et lorsque nous avons été convaincus que c'était un bon élément, nous l'avons recruté dans Andedjeuf. Abdou Samba Ndiaye fréquentait maintenant la famille de Macky Gassama. Je les taquine tous ensemble. Hein. C'est leur lobby Alpulaar à Fatick, qui était chapeauté par Macky Gassama, l'ancien maire. Et donc, de fil en aiguille, Abdou a fréquenté la famille du président Macky Sall. Et là, il a encadré Macky Sall. Et il a épousé sa sœur, leur sœur aînée, Rokhaya. Et Rokhaya venait avec son mari Abdou Samba à Kaolack pour nos rencontres clandestines. Et pour couvrir son activité clandestine, il venait avec son épouse chez moi. Il déposait son épouse avec mes sœurs
lui et moi, on sortait pour nos rencontres avec d'autres camarades. Hein. Et le soir, il rentrait avec sa femme. Et donc, ni vu ni connu, c'est comme vraiment un couple qu'il va voir une famille hein, à Kaolack. C'était comme ça qu'il faisait pour couvrir ses activités clandestines. Alors, celui-là a eu à encadrer le jeune Macky Sall. Et plus tard, il a recruté dans Andedjeuf. Mais en faisant passer le contact aux camarades de Dakar, Macky était devenu étudiant. Et c'est à partir de Dakar que Macky a été recruté dans Andedjeuf et a travaillé avec le mouvement étudiant. Donc je peux dire par filiation ou de fil en aiguille que le recrutement de Macky Sall à Andedjeuf, son passage à Andedjeuf, directement ou indirectement, est passé par moi-même, Bassirou Sarr. Et ça, c'est pas de la légende, c'est des faits concrets. Et plus précisément, par Abdou Samba Ndiaye. Et tout ça, c'est de l'histoire concrète, parce que ce que j'ai dit dans ce journal-là, Abdou Samba Ndiaye, lui-même aussi interviewé, a eu à le confirmer. Mais je peux dire que j'ai eu une fréquentation maintenant politique plus assidue avec le jeune Alioune. Parce qu'Alioune Sall, le frère du président, je venais de Dakar, je passais à Fatick pour leur donner les informations de la littérature du parti et tenais une réunion avec eux. Ils étaient encadrés par un de nos camarades cadres, Diamanti Souane, qui travaillait, je crois, pour la CEDEA ou un organisme agricole. Il était donc avec eux sur place et je continuais sur Kaolack. De retour, je faisais la même chose pour continuer sur Dakar. Donc j'ai connu le jeune Alioune Sall dans les rangs du parti, dans le mouvement élève Andedjeuf. Lorsqu'il est venu à Dakar, toujours militant Andedjeuf, à l'université, j'ai eu à le mettre dans notre grande structure de Castor, donc des SICAP. Il a milité avec nous au niveau des SICAP, avec son ami Massamba, et tous les deux venaient de Fatick. On a travaillé encore ensemble pendant un moment. Il a gravi les échelons dans le mouvement jeune de Andedjeuf, jusqu'à devenir membre de la direction de Andedjeuf, membre du bureau permanent de Andedjeuf. Et dans le bureau permanent de Andedjeuf, le jeune Alioune, qui est devenu journaliste, parce qu'étant passé au CESTI, était mon adjoint dans le parti. Moi, étant le secrétaire national à la communication, et lui, le secrétaire national adjoint. Donc, ce sont ces rapports-là que nous avons eus, de sorte que d'ailleurs, lorsque j'ai géré le journal du parti, à la fusion en 1991 avec d'autres partis, on était devenu AJP-ADS. Le jeune Alioune était le rédacteur en chef du journal Dental, et moi, j'en étais le directeur de publication. Et il logeait chez moi, et c'était en même temps le siège du journal. Et donc, la collaboration dans le travail de journaliste était devenue plus facile. Vous avez toujours les contacts. Bon, les contacts, bon, ils se sont distendus, bon, on a gardé certains contacts, mais vraiment, on ne se voit pas. On ne se voit pas, on ne se fréquente pas. Bon, on s'est vu quelques fois, mais bon, ça remonte à très loin. Voilà. Monsieur Sarr, nous sommes en plein préparatif des législatives. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre participation? Vous allez partir toujours au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, ou bien il y a un autre cas de figure qui pourrait se dessiner avant la date de ces élections? Notre vœu, c'est que nous puissions participer à ces élections législatives au sein de Benno Bokk Yakaar. Mais je l'ai annoncé un peu plus tôt, dans un cadre où Benno Bokk Yakaar fait de la place à tout le monde, en tenant compte des compétences des uns et des autres, en tenant compte de l'implantation des uns et des autres, en tenant compte des compétences des uns et des autres, et de leurs ambitions aussi. Mais si Benno Bokk Yakaar fonctionne comme il a fonctionné en 2012, en ne faisant de la place qu'aux coalitions initiales et à ce qu'on appelle entre griffes les grands partis, ça donnera ce que ça a donné en 2012. Des gens sortiront de Benno Bokk Yakaar et mettront en place des listes qu'on dit parallèles. En tout cas, ce n'est pas notre choix, mais si ce choix nous est imposé, nous l'assumerons aussi. Donc c'est à Benno Bokk Yakaar de donner la preuve de sa capacité à fédérer toutes les forces et à en faire une seule et unique force qui consiste à défendre le pouvoir, à élargir les bases politiques et sociales du pouvoir.
Mais s'il n'en est pas capable, ou en tout cas s'il ne répond pas à cette demande-là, qui est une demande politique et une demande sociale, Benno Bokk Yakaar enregistrera nécessairement beaucoup d'autres listes en son sein. Alors, on va parler un peu d'économie si vous le permettez, avec voilà, les récentes découvertes pétrolières et gazières qui sont annoncées au Sénégal. Mais déjà, on voit que le débat est trop houleux parce que peut-être que beaucoup diront que voilà, dans les contrats qui ont été signés, c'est en fait le Sénégal qui y perd. Et vous, à votre niveau, quelle réflexion faites-vous autour de tout ce débat qui tient en haleine les Sénégalais? C'est un débat très important pour le pays. Personnellement, je n'ai pas la maîtrise de toutes les questions qui sont soulevées. En ce qui me concerne, je pars d'une base très simple. Le pétrole, ça va être une aubaine pour nous, pour le Sénégal. Ok, gérons-la en tant qu'une chance, une opportunité qui nous est apportée en plus de ce que nous avions déjà. Alors, au lieu qu'il crée le malheur chez nous, il n'a qu'à entraîner le bonheur et la prospérité. Or, pour cela, il y a bien des exemples sur lesquels nous pouvons nous appuyer. On parle du syndrome néerlandais ou scandinave. Ok, mais il y a d'autres expériences qui sont assez positives. Celle du Ghana, là, tout proche, est assez positive. Celle de l'Algérie l'est encore plus et mieux. Où des gens sont en train de gérer le pétrole, non pas seulement pour les générations actuelles, mais même pour les générations futures. Ils sont en train de prévoir, pour les gains qui seront pris dans le pétrole, des répartitions pour une génération dans 25 ans, dans 50 ans. Et nous avons une chance aussi qu'il ne faudrait pas négliger. Nous avons une initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est un mouvement citoyen qui relève aussi d'une demande. Parce que la transparence dans les industries extractives, vraiment c'est là où il y a la plus grande nébuleuse dans tous les pays du monde. Nous avons la chance qu'avec l'existence d'une telle structure, que nous puissions faire dans la transparence pour l'intérêt bien compris des Sénégalais. Mais sinon, on tombera dans le piège qui a existé dans certains pays, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Angola, que ce soit pour d'autres minerais, que ce soit par exemple au Congo. Et vraiment, nous n'avons pas besoin de cela. Nous n'avons pas besoin de cela. Maintenant, peut-être, voilà, un dernier mot pour clore le chapitre. Oui, moi, j'ai un problème maintenant. Ce problème, je l'adresse à toute la classe politique sénégalaise et aussi aux responsables de la société civile et à tous ceux qui s'appellent indépendants. Les élections sont convoquées législatives pour le 30 juillet. Le 30 juillet, on est en pleine période d'hivernage. Le 30 juillet, une ligne qui part de Kaolack, de Fatick-Kaolack jusqu'à Tambacounda, avec tout ce qui est au sud, Kédougou, Kolda et toute la Casamance, il pleut, et intensément. Le 30 juillet, on est en pleine période de soudure. Juillet et août. Ça veut dire qu'il n'y a rien en campagne, il n'y a rien. Le 30 juillet, on est dans une période où, si la campagne se déroule 3 semaines plus tôt, les élèves sont dans les examens, que ce soit le BFM ou le baccalauréat. Ça veut dire des dizaines, voire des centaines de milliers de gens qui sont écartés de la campagne. Le 30 juillet, en tout cas, il se peut que la pluie inonde certaines zones du pays. Et quand il y a des inondations, vous le savez très bien, les populations sont logées dans les établissements scolaires, qui sont généralement des centres de vote. Et s'il arrivait qu'il pleuve le 30 juillet, mais il n'y aura pas d'élection. Alors moi, l'appel que je fais, c'est de dire à tout le monde, soyons raisonnables. N'écartons pas une grande partie de la population sénégalaise de ces élections-là. Cette grande population, c'est la population rurale, c'est aussi les jeunes, particulièrement les élèves et les étudiants. Deuxièmement, ne faisons pas en sorte que les élections se déroulent
simplement au nord du pays, dans une ligne qui quitterait Kaolack pour aller vers Dakar et le nord du pays, Saint-Louis, Matam et autres, parce que c'est une zone un peu sèche, alors que tout le centre et le sud du pays est mouillé. Ne divisons pas le pays en deux par rapport à ces élections. Or, personnellement, les élections les plus hautes qui ont été organisées au Sénégal, avant la période d'hivernage, c'est les élections législatives de 2012, si vous vous souvenez, qui se sont tenues le 1er juillet 2012. Au-delà, les élections les plus hautes ont enjambé la période d'hivernage et elles se sont tenues en 1996 au mois de novembre. Mais entre les deux, il n'y a jamais eu d'élection dans ce pays. Parce que ça ne passe pas. Moi, c'est cet appel que je voudrais faire. Pour que les gens ne se cramponnent pas à dire, bon écoutez, si on reporte les élections, on va accorder un mandat de 2, 3 ou 4 mois aux députés et on n'est pas d'accord. On veut faire quitter ces gens-là et qu'ils quittent tout de suite du balai, qu'ils s'en aillent. Et les autres vont dire, bon, nous sommes coincés, nous ne pouvons pas prendre l'initiative de... Je les appelle à une concertation autour de cette date. Et nous avons envisagé une date qui serait le 29 octobre. Et pourquoi le 29 octobre. Pourquoi? Parce que le 29 octobre, on aura traversé la Korité, la Tabaski. On aura traversé l'hivernage. On aura traversé ce qu'on appelle la période de soudure. Le 29 octobre, la rentrée scolaire est déjà passée. Les examens spéciaux sont passés. Et les paysans commencent à avoir un peu d'argent parce qu'ils commenceront à vendre, n'est-ce pas, certains produits de la récolte. Et nous serons à 15 jours du Magal, du grand Magal de Touba. Et ce n'est parasité par aucun grand événement religieux ou social de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle nous disons on peut tenir allègrement la campagne électorale à partir de la première semaine d'octobre pour terminer le 29 octobre avec l'élection. Ce serait un dimanche. Et on ne prolongerait le mandat des députés exceptionnellement que pour 3 mois. Que pour 3 mois, pas plus de 3 mois. Je ne demande pas aux gens d'aller en 2018 ou 2019. Moi, je parle d'une prolongation de 3 mois simplement. Et enfin, je voudrais attirer l'attention aussi sur le fait que tout le monde y gagnerait. Je dis bien tout le monde y gagnerait. Aujourd'hui, il y a des populations qui ont reçu leur pièce d'état civil avec les audiences foraines organisées par le ministère de la Justice, mais ils sont des dizaines de milliers de Sénégalais qui ont leur nouvelle pièce d'état civil et qui n'arrivent pas à s'inscrire parce que on a clôturé. Or, cela permettrait peut-être de repousser encore pour 1 mois à inscrire des Sénégalais et on dépasserait la barre de 6 millions d'électeurs au Sénégal et ce ne serait que du grand bonheur pour tout le monde parce qu'on n'a jamais atteint une telle barre. Et tout cela pour la démocratie. Je pense que l'enjeu en vaut la chandelle.